Bonjour, nous entrons une nouvelle fois dans cette session de philosophie intitulée L'amour de la vérité. Puis, dans cette étude consacrée à la nature, une philosophie de la nature, dans une deuxième partie intitulée Le mouvement naturel. La matière étant radicalement indéterminée, quelle peut être la détermination de la nature qui caractérise le monde des réalités physiques? D'où la question, l'univers a-t-il une certaine finalité? Cette interrogation est importante parce que si l'univers physique n'a pas de finalité propre, l'homme peut l'utiliser comme bon lui semble. Et si l'univers a une certaine finalité, l'homme doit respecter cette finalité. L'univers est constitué d'éléments liés les uns aux autres et en mouvement incessant, car le monde physique est sans cesse en mouvement. Pour Aristote, philosophe grec, le mouvement est, je cite un mot grec, l'intelletia, un mot créé par Aristote, l'intelletia de ce qui est en puissance. Le mouvement est l'intelletia de ce qui est en puissance, en vue de la forme dans le mouvement lui-même. L'intelletia, ce mot grec créé par Aristote, à propos de la question de la finalité, que nous verrons plus tard, traduit par entéléchie, désigne la capacité immanente de la réalité en vue d'atteindre sa propre finalité. Chaque réalité a sa propre finalité, inscrite dans l'univers physique. Le mouvement naturel n'est jamais au repos, et c'est une harmonie qui finalise l'univers physique, selon un ordre en vue de la vie, et en particulier au sommet de cet ordre, en vue de la vie de la réalité physique la plus parfaite, le corps de l'homme. Cela signifie qu'au plan philosophique, l'univers physique est fait pour l'homme. L'homme générique, bien entendu, homme, femme et enfant, toujours l'homme générique, quand on ne précise pas. Le philosophe porte son regard sur les réalités naturelles en tant qu'elles sont mues et non seulement en tant qu'elles sont en mouvement. La différence entre ce qui est mu et le mouvement, c'est que le mouvement est mu par lui-même, tandis que ce qui est mu l'est par un autre. L'activité artistique implique la matière et la forme transformées par l'homme, un agent, qui est un agent, l'homme. D'où l'activité naturelle de l'univers physique, qui est nature-matière et nature-forme, donc la matière inscrite dans la nature et la forme inscrite dans la nature, montre que la matière reçoit d'un agent, d'un autre, une forme qui la détermine. En tant que mues, les réalités physiques sont en action, donc en acte par le mouvement. Aussi le mouvement caractérise-t-il l'acte des réalités physiques. Mais ont-elles une finalité?
Elles peuvent être mues selon une fin qui leur est propre, ou bien par hasard. Ce qui est mu par hasard n'a pas de fin propre. Il est donc mu par accident. Accident au sens philosophique du mot. C'est-à-dire ce qui se tient par un autre. Ce qui est substantiel est ce qui se tient par soi, et ce qui est mu par accident se tient par un autre. Il semble toutefois que le mouvement naturel s'inscrive dans un ordre qu'on peut qualifier d'ordre naturel. L'ordre du mouvement appartient à ce qui change, à ce qui devient, donc au devenir. Cet ordre est dans le mouvement lui-même. Sans être une fin extérieure, le mouvement naturel achève donc l'univers physique en le déterminant en lui-même. Il se réalise dans le devenir physique, impliquant la dimension temporelle qui est la succession du temps. Tout coule, tout est relatif, disait Héraclite au VIe siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, Aristote précise que la nature a son unité, la physis, que nous avons vue la dernière fois, comme nous l'avons cité donc, ce qui implique une certaine détermination propre à la nature. Le scientifique étudie la nature du point de vue quantitatif, selon ses lois propres, les lois d'étude et de transformation de la matière en devenir. Mais le philosophe observe que le mouvement naturel implique une diversité, le mouvement selon la qualité, qui est l'altération, le mouvement selon la quantité, qui est la croissance, le mouvement selon le lieu, qui est la localisation, et le mouvement selon la génération, qui est la reproduction de l'espèce chez l'être vivant. Pour revenir aux 4 éléments fondamentaux de l'univers, si le mouvement de la matière se distingue de celui du feu ou de l'air, c'est qu'il y a une certaine finalité dans le monde physique, qui est le mouvement lui-même. Le feu se meut, l'air se meut, l'eau se meut, l'univers physique se meut, mais il se meut en étant conditionné par la matière dont il ne peut se séparer, car le monde physique est fondamentalement matériel. C'est sous l'action de la matière que le mouvement du monde physique s'opère sous l'effet des contraires qui agissent sur telle ou telle réalité, le chaud et le froid, le sec et l'humide, par exemple. Il caractérise ainsi le mouvement. Dans l'immanence de son mouvement, le devenir implique 3 dimensions, 2 contraires, sec et humide, chaud et froid par exemple, et un sujet, le bois ou l'eau par exemple. Ce qui entraîne une certaine conception dialectique du mouvement qui, poussé à un absolu, fait dire à Héraclite, que nous avons cité tout à l'heure, que, et je le recite, la guerre est le père de toute chose. Donc l'absolu dans l'opposition, dans les contraires. Dans le devenir uniquement, on peut en déduire que l'homme vit et devient ce qu'il doit être dans le mouvement. Cela signifie que l'être vivant est toujours en mouvement.
pour qu'il y ait repos, il est nécessaire de dépasser, de quitter le mouvement, donc le devenir, pour atteindre l'être, ce qui est, ce qui demeure au-delà du mouvement, donc du devenir. Quittant le devenir, l'intelligence découvre progressivement que l'univers physique a une certaine intelligibilité, connaissance intellectuelle, intelligibilité, une certaine connaissance par mode d'induction, ce que la science ne peut pas découvrir. Car la science ne regarde pas la nature de la même manière que le philosophe. En effet, la méthode inductive est la méthode qui est propre à la recherche philosophique, qui permet d'aller à la recherche des causes en amont. On part d'un effet pour remonter à une cause, voilà l'induction. Et on part d'une cause pour aller en déduire un effet, voilà la déduction. La science découvre la nature dans son devenir, comme elle découvre l'homme de la même manière, sans dépasser le devenir, dans l'introspection matérielle. Elle ne peut pas saisir ce qu'est l'esprit séparé de la matière, ou bien l'âme, ce que le philosophe peut et doit faire, et ce que nous ferons en philosophie du vivant. Réduire notre étude et notre réflexion au seul devenir de la nature matière et de la nature forme, puis de l'homme, serait s'enfermer dans un positivisme et la dialectique hegelienne. Toute réalité n'est que matière pour Averroès, philosophe musulman du XIIe siècle, et pour Lénine, d'où le matérialisme dialectique. Auguste Comte, par la science, explique tout et considère que la question philosophique étudiée depuis l'origine avec la philosophie grecque n'a plus lieu de se poser, car la science moderne peut progressivement tout dire de la réalité. Auguste Comte a vécu au XIXe siècle. Par conséquent, ce qui se situe au-delà du devenir physique comme tel n'existe pas, car échappant à la matière, il échappe à la science. Nous abordons maintenant une nouvelle question à propos du temps et du lieu. Les réalités physiques en devenir sont liées au temps et au lieu. Qu'est-ce que le temps ? Il est la succession de ce qui est ému, reçu dans l'intelligence, qui lui donne son unité et qui la mesure. Le temps désigne la mesure du mouvement. Il implique le passé, le présent et le futur. Seul le présent est, tandis que le passé n'est plus et le futur n'est pas encore. Donc, seul le présent existe et seul le présent est mesure de ce qui est mu, car ce qui n'est plus ou pas encore n'existe pas et ne peut donc pas être mesuré. Mais l'intelligence peut parler du passé et du futur, car elle dépasse le mode du devenir. Par conséquent, le passé et le futur n'existent que dans l'intelligence et seul l'instant présent existe en réalité. D'où le temps, comme mesure du mouvement, n'existe que dans notre intelligence. Aussi, c'est peut-être le temps
qui nous fait le mieux comprendre ce qu'est l'idéalisme et le manque de réalisme, car l'intelligence navigue entre le passé et le futur, ce que le réalisme ne peut saisir dans l'instant présent. Ce qui est mu étant mesuré par l'instant présent, il est finalisé par le lieu où il se trouve, où il se meut, naturellement. S'il y a un ordre de localisation dans l'univers, les corps les plus parfaits attirent les corps les moins parfaits, qu'ils finalisent en les attirant. Il suffit d'observer la hiérarchie des besoins vitaux dans la nature pour saisir cet ordre naturel. On s'aperçoit ainsi que l'ordre naturel, tout en étant un ordre de sagesse, demeure dans le devenir. Il suffit de se promener dans la savane pour s'en rendre compte. Ainsi, par son corps, l'homme est parti de l'univers, localisé en un lieu et mesuré par le temps, sachant qu'il vit dans cet univers et qu'il ne peut physiquement pas quitter, qu'il peut quitter spirituellement et qu'il quittera à la rupture, à la séparation du corps et de l'âme. Nous allons aborder maintenant une dernière question que j'ai intitulée « Ce qui devient, ce qui est dans le monde physique ». Donc la distinction entre le devenir et l'être dans la nature. Le monde physique existe dans le devenir, dans une relation entre la matière et la nature, nous l'avons vu tout ça. Il est action, donc en acte, dans le mouvement et par le mouvement. L'action ou l'acte du monde physique est inhérent au devenir existant. Quand les oiseaux chantent, ils sont en acte et ils existent. Au-delà de la génération ou de la corruption, l'intelligence entend que les oiseaux existent et chantent. Au-delà des contraires reçus dans une réalité en mouvement, l'oiseau qui chante et celui qui ne chante pas, l'intelligence reçoit l'existé d'une réalité en acte dans l'instant présent. L'oiseau existe. L'oiseau est par son chant. Cette expérience est reçue dans un jugement d'existence et réciproquement par le jugement d'existence, l'oiseau que je vois ou ne vois peut-être pas d'ailleurs, mais que j'entends chanter. Je peux affirmer, il est. Il est au-delà de tout mouvement, en tant qu'oiseau, en tant qu'être, saisi par un sensible propre, l'ouïe, l'oreille. Je l'entends, il existe, il est. Je peux saisir sa forme, l'oiseau en mouvement, en devenir, en train de chanter et de voler. Mais je peux saisir l'être de l'oiseau en affirmant il est, tout simplement, au-delà du mouvement du devenir, par l'ouïe seulement, sans le voir. Dans l'intelligence, je sépare donc le devenir et l'être, la forme de la réalité et la réalité elle-même dans son exister, son être, sous l'action d'un sensible propre. Dans le monde physique, où je suis, où je vis, je suis en contact avec des réalités en mouvement. Je vis dans un monde de réalités mues. Toutes les réalités que j'expérimente sont mues. Quand je saisis en moi-même mon intériorité, elle est mue, parce que je vis,
et que la vie implique une croissance, un mouvement. C'est donc l'intelligence qui s'éveille dans une expérience et qui dit « l'oiseau est, telle chose est, ceci est, je suis ». Il est important de saisir l'être au-delà du devenir, pour ne pas se laisser absorber ou enfermer dans un pur devenir où l'être est comme avalé par la matière qui le détermine. La matière ne peut pas déterminer, nous l'avons dit. Elle est indéterminée et ce qui la détermine, c'est la forme. La forme n'est pas l'être. La forme est le comment de l'être et la matière cause du devenir. Dans un monde matérialisé, mesuré par la science, le risque est multiplié de formaliser l'être au lieu de le découvrir, de le regarder et le respecter pour lui-même. L'être est saisi directement dans un jugement d'existence, ceci est, l'oiseau est, je suis, telle réalité est. La pensée moderne enferme l'homme dans la caverne de Platon, au milieu d'ombres, de formes, d'êtres de raison, qui n'existent que dans l'esprit et non dans la réalité. C'est la raison qui se substitue à la réalité en la relativisant, cette réalité. D'où la confusion entre la connaissance de la réalité et la réalité elle-même. L'angoisse ne provient-elle pas du devenir considéré comme une fin en soi, d'où un repli sur soi parfois poussé en situation limite? Absorbé par la matière, l'intelligence n'a plus la respiration qui lui permet d'être elle-même dans sa partie haute, le nous, que nous avons vu une fois, le nous, qui s'écrit comme nous, avec un accent circonflexe sur le « u », un mot grec, qui est l'intelligence séparée de la matière, qu'enseigne Aristote dans sa métaphysique. Donc je répète, cette petite partie absorbée par la matière, l'intelligence n'a plus la respiration qui lui permet d'être elle-même, dans sa partie haute, le nous, c'est-à-dire au-delà de la matière, puis au-delà de la forme, pour découvrir l'exister, ce qui est. Il s'agit d'une question capitale, à découvrir et approfondir. Le but est bien d'alerter notre intelligence, afin de l'éveiller à sa propre vie et à son développement au-delà de tout conditionnement. Avec la perte du sens de la finalité et le pouvoir dominateur de la science, qui est bonne quand elle respecte la finalité qui lui échappe, les conditionnements s'amplifient jusqu'à aboutir à une tyrannie de la matière. La saisie profonde de l'intelligence est donc nécessaire et vitale pour connaître le monde, l'univers, les réalités, l'homme et la vie. Nous aborderons au prochain entretien le vivant après la nature, le vivant, l'homme, être vivant.